Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, si vous vous apprêtez à rédiger votre livret 2, vous pensez probablement que votre principal défi, ça va être celui de la rédaction, de trouver les bons mots, de structurer vos idées, de répondre aux questions du référentiel, et en réalité, vous êtes sur le point d'entrer dans un sacré processus qui n'a rien à voir avec de l'écriture. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans ce nouvel épisode. L'écriture, elle sert pas uniquement à raconter votre expérience, elle va progressivement vous obliger à la comprendre. Vous allez d'abord découvrir que certaines pratiques que vous réalisez depuis des années, en réalité, sont plutôt difficiles à expliquer parce que vous les faites par habitude, parce que c'est intégré, parce que c'est en vous et parce que d'ailleurs vous ne les avez jamais vraiment pensées. Et c'est souvent lorsqu'on est en processus d'apprentissage, quand on arrive dans une entreprise, quand on découvre un poste ou quand on change d'environnement professionnel, qu'on est plutôt amené à décortiquer chaque mouvement, chaque action, pour tenter de comprendre un peu le sens et le fil conducteur de tout ça, de les intégrer et être en mesure de se les approprier, puis d'assurer les fonctions pour lesquelles on a été recruté. Quand vous êtes sur un poste depuis longtemps, vous savez donc faire, et cette phase d'analyse, de compréhension, vous n'y êtes plus. C'est-à-dire que vous faites, mais est-ce que vous savez expliquer pourquoi vous faites ainsi plutôt qu'autrement? Est-ce que vous savez vraiment nommer les compétences que vous mobilisez? Est-ce que vous savez mettre en évidence la logique qui guide vos décisions? Pas vraiment. Et c'est précisément ce que va produire l'écriture du livret 2. En tout cas, c'est ce qu'on attend de vous pour valider votre diplôme. Et donc, à mesure que vous rédigerez, votre expérience, elle cessera en réalité d'être une succession de situations vécues. En tout cas, c'est ce qu'on va rechercher dans le travail d'écriture pour qu'elle devienne peu à peu une pensée structurée. Vous allez au final mettre des mots sur des intuitions. Ces intuitions deviennent des intentions et donc vous identifierez des méthodes là où vous ne voyez aujourd'hui que des habitudes et encore même pas des habitudes puisque comme je le dis, on est dans le flow, on n'est pas en train de cartographier ce qu'on fait à chaque temps, pour chaque heure de travail dans la journée, on fait simplement, on a des rendez-vous, on a des missions, on a des actions à faire, et hop, on se lance et on est dans le flow. Et donc, vous allez pouvoir identifier ces méthodes, vous allez découvrir des concepts professionnels qui vont donner en fait de la cohérence à des années de pratique. Donc, autrement dit, vous ne serez plus seulement capable de dire je le sais faire, mais vous serez plutôt capable d'expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et ce que cela dit de votre manière d'exercer votre métier. Et donc, si vous faites ça, c'est vraiment cette équation, ce mouvement que vous allez faire qui fera de vous le prochain diplômé. Et c'est sans doute l'un des bénéfices les plus méconnus de la VAE parce que avant le diplôme, l'écriture vous aide à clarifier votre pensée. Et lorsqu'une pensée, elle devient claire, elle devient également beaucoup plus facile à défendre devant un jury, notamment le jour de l'oral. Et donc, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer plus en détail aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je l'ai scindé vous verrez, trois, quatre parties pour retracer vraiment le mouvement que vous allez devoir faire entre je décris mes actions, donc déjà je choisis des situations, je décris dans ces situations de travail les actions que j'ai faites, et j'analyse en réalité plus que je ne développe ce que j'ai fait pour montrer au jury que potentiellement je dispose naturellement des compétences, mais qu'en plus ces compétences sont transférables demain si je travaille dans une autre structure, dans un autre environnement professionnel, dans le même champ d'expertise naturellement, mais je conserverai ce socle de compétences et ce socle aussi de connaissances si je changeais tout simplement de structure ou d'employeur. Alors, première partie, on croit souvent écrire pour le jury, pourtant, c'est pas tout à fait juste. C'est vrai, mais je dirais que c'est vrai dans un second temps. Lorsque vous ouvrez votre livret 2, vous avez sans doute une certitude, c'est que vous connaissez votre métier. Sinon, vous ne seriez pas engagé dans une démarche de VAE. Et vous n'avez pas attendu d'ailleurs la VAE pour devenir professionnel, pour faire les choses de manière qualitative, etc., etc. Alors souvent, vous commencez à écrire, et c'est souvent là que tout va basculer. Vous décrivez une situation de travail, vous décrivez une deuxième situation de travail, une troisième situation, jusqu'au moment où vous tentez d'ajouter un peu d'analyse. Parce que vous avez bien compris, surtout si vous écoutez cette chaîne, hein, j'espère que c'est clair pour vous, vous avez bien compris qu'une simple description de vos actions, elle sera insuffisante pour valider votre diplôme. Si vous restez sur un développement de ce que vous faites, ça sera insuffisant. Vient donc la question naturelle, pourquoi vous travaillez comme ça, pourquoi vous avez fait le choix de faire les choses comme ça. Et là, soudain, quand vous vous posez cette question et vous devez l'expliquer, il y a comme un bug, vous hésitez. Alors pas parce que vous avez mal agi ou pas parce que vous ne maîtrisez pas votre métier, mais parce que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais eu besoin de mettre des mots sur votre raisonnement.
et encore moins d'assumer une façon de travailler devant un jury. Parce que faire les choses quand on est dans un environnement professionnel, c'est OK. Par contre, aller expliquer, aller défendre une méthode de travail, aller défendre des résultats qu'on a obtenus, une manière de faire, alors que parfois, même souvent dans le cadre d'une VAE, on s'est un peu construit dans un parcours atypique ou de manière un peu autodidacte, eh ben, est-ce qu'on est assez sûr de soi pour aller assumer sa façon de travailler devant un qui, jury qui va évaluer forcément les méthodes de travail dans le cadre de cette démarche de VAE, c'est là où on commence un peu à se déballonner. Et il n'y a aucun jugement de valeur, comme vous le savez, je suis passée par ce parcours. Je me suis déballonnée à bien des endroits aussi, bien des parties dans mon livret 2. Donc, si j'en parle, c'est parce que je le sais. Et encore une fois, je suis sincère avec vous, je veux être directe parce que plus vous comprendrez, plus vous serez performant dans ce parcours qu'est la VAE. Et donc, après tout, est-ce qu'on peut se demander, était-ce la bonne manière de faire? Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a une seule manière de bien faire les choses? Et c'est là où je veux aussi en venir, c'est que dans la VAE, on cherche pas de bonnes réponses. On cherche une manière cohérente de faire les choses, de les expliquer pour comprendre votre manière d'appréhender, de concevoir, d'exécuter votre travail, vos missions. De savoir en réalité que derrière le professionnel, l'expertise que vous détenez, il y a aussi une compréhension de ce que vous faites qui fait que vous êtes en capacité de réajuster, d'actualiser, de modifier selon le contexte, les contraintes, etc. Et donc c'est l'analyse que vous allez apporter, la manière dont vous allez analyser les choses et rapporter les choses dans votre écrit qui va permettre à votre jury quelque part d'entrer dans votre raisonnement et de comprendre votre regard, la manière dont vous fonctionnez. Et donc cette différence, elle est fondamentale. Ça, je ne cesserai jamais de le rappeler car c'est ce qui fera de vous le prochain diplômé. C'est que votre écrit ne relève pas seulement ce que vous savez faire, il révèle aussi ce que vous êtes capable de comprendre de votre pratique. Et c'est pourquoi aussi certains passages, et c'est normal, vous paraîtront étonnamment faciles à rédiger quand d'autres, qui sont pas forcément plus longs, vous demanderont plusieurs heures de réflexion, plusieurs temps de lecture, avant d'aboutir à quelque chose qui vous ressemble, sur lequel vous êtes OK. Je lisais aussi, ça me permet de répondre à certaines questions que je reçois. Quand est-ce qu'un livret 2 est prêt à être envoyé? C'est tout simplement quand vous avez le sentiment d'avoir tout dit, même si vous pouviez réajuster certaines parties, relisser certaines autres parties, vous êtes en phase avec la version qui va être envoyée à votre jury et qui va expliquer ce que vous avez vécu dans des séquences de votre vie que vous avez choisi de proposer à votre jury. Et donc ça, c'est très important parce que les moments de blocage que vous allez avoir durant l'écriture de votre livret 2, il y en aura toujours. Ce ne sont pas des échecs, c'est assez révélateur et je voudrais que vous preniez un petit temps pour les observer parce qu'ils vous montrent souvent des endroits où votre expérience, elle est encore intuitive et où la pensée n'a pas forcément été clarifiée. C'est-à-dire que vous avez agi d'une certaine façon. Pourquoi? C'est pas forcément clair. La mise en mots n'est pas évidente pour vous. Et donc, il faut creuser. Il faut aller creuser cette partie parce que potentiellement, si vous la laissez comme ça, c'est là-dessus que le jury va vous questionner le jour de l'oral. Et si vous n'avez pas un tant soit peu réfléchi à cette partie qui est un peu moins digérée de votre expérience, eh ben, la mise en mots le jour de l'oral, surtout s'il y a un petit peu de stress, elle sera aussi plus difficile. Donc, c'est précisément ce travail de clarification aussi qui constitue l'une des plus grandes richesses de la VAE parce qu'après, une fois que vous allez avoir analysé tout ce parcours, vous serez plus à l'aise, un peu mieux dans vos pompes pour parler de votre expérience, de justifier ce qui a été, ce qui a un peu moins marché. Mais en tout cas, tout ça sera digéré. C'est ce que je veux vous dire aussi. Donc, avant même de convaincre un jury, vous commencez à vous convaincre vous-même. Et quand vous serez convaincu que ce que vous présentez a du sens, c'est cohérent, vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous l'assumez surtout dans son imperfection, parce qu'on livre jamais une copie parfaite. Alors vous êtes prêt à rencontrer votre jury et là vous avez compris le sens de votre démarche. Vous allez découvrir la logique qui se cache aussi derrière celui que euh, derrière le métier que vous exercez déjà. Et donc, le premier destinataire de votre livret, c'est pas le jury, c'est vous. Parce que c'est avant d'expliquer votre expérience aux autres, vous allez devoir apprendre à vous l'expliquer à vous-même, donc à la mettre en mots. Et en fait, l'écriture permet de clarifier à un moment donné ce qu'on a fait, ce on ne fait pas à l'oral. Vous pouvez en parler lors d'un entretien d'embauche, pour exemple, mais vous n'allez jamais aller aussi loin dans l'analyse et le fait de creuser ce que vous avez fait. D'accord? Et retenez aussi une chose, ce que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer clairement, c'est que vous ne l'avez tout simplement pas compris. Alors, il n'y a pas de honte à ça. Parfois, on a besoin. C'est pour ça aussi que dans les
précédent épisode, je vous parlais aussi de l'importance de la lecture parce que des personnes ont pris le temps de penser sur un sujet, de conceptualiser certaines pratiques, de les mettre en mots et de les mettre dans un ouvrage. Et le fait de les lire, ça va vous donner la conceptualisation que vous n'avez pas parce que vous faites sans avoir encore une fois cette analyse. Et donc, vous allez pouvoir rattacher vos actions à des termes plus professionnels, des concepts déjà élaborés. Et là, vous allez être dans l'analyse et réflexive qu'on attend de vous. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, écrire oblige à ralentir et à justifier chacun de vos choix. Alors là encore, dans votre quotidien professionnel, vous prenez des dizaines de décisions, parfois même des centaines. Certaines sont importantes, d'autres paraissent presque automatiques, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la sensation de décider. Il y a quelque chose qui se passe et on actionne une réponse, un acte, enfin quelque chose pour être dans l'action, être dans le mouvement et apporter une solution. Alors, parfois vous utilisez une méthode rodée que vous appliquez inconsciemment, parfois vous priorisez une action plutôt qu'une autre parce qu'il y a aussi un degré d'urgence, parfois vous allez solliciter un collègue parce que vous avez besoin d'une expertise complémentaire que vous n'avez pas, et vous avez la clarté d'esprit de l'identifier au moment où ça arrive. Vous accompagnez une personne d'une certaine manière, la plupart du temps, vous ne vous demandez pas pourquoi, c'est inné, c'est en vous, vous agissez et c'est normal. Et donc l'expérience, elle a justement cette capacité extraordinaire, elle transforme progressivement certaines décisions en réflexes, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une expertise dans un sujet, plus vous allez rencontrer de situations différentes complémentaires, plus vous allez vous construire un schéma de pensée, un schéma de raisonnement qui vont vous conférer en réalité des réponses plus ou moins automatiques à certaines situations. Et donc, c'est pourquoi, au fil de l'écriture, vous allez vous retrouver face à des questions auxquelles vous n'aviez jamais réellement répondu, puisque vous êtes dans un automatisme. Pourquoi vous avez retenu cette méthode? Pourquoi cette solution vous est venue à l'esprit? Pourquoi n'avoir pas choisi une autre approche? Quels éléments vous ont conduit à cette décision? Quels étaient les risques? Quels étaient les risques, pardon? Quelles contraintes avez-vous prise en compte avant de décider? Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change quand vous introduisez ces questions dans votre réflexion et dans votre rédaction, c'est que vous ne décrivez plus une action, vous commencez à démontrer le mécanisme de votre réflexion, ce qui se passe en arrière-plan. Si on imagine un ordinateur, un disque dur, quand on fait une requête, quand on lui demande d'ouvrir un fichier, ce qui se passe à l'écran, c'est qu'on clique sur ouvrir tel document, le document s'ouvre. En arrière-plan, il y a un certain nombre de requêtes qui sont rédigées sur l'ordinateur pour réaliser ce mouvement. Et ben, en réalité, dans votre livret 2, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez passer de l'action que vous êtes en train de faire, de ce qui se passe, vs l'action que vous allez entreprendre. Et ce qui va manquer, c'est tout ce qui se passe dans votre cerveau en arrière-plan qui vont conduire à l'action que vous êtes en train de réaliser. Et donc, cette partie-là, vraiment, euh, que, euh, que vous allez expliquer. Et donc, l'analyse, elle consiste pas naturellement à compliquer votre discours. On n'est pas là pour pondre une thèse, hein, qu'on s'entende, on vous demande pas de produire un écrit conceptualisé, on part toujours de votre pratique professionnelle. Simplement, on va l'agrémenter d'analyses, de concepts, de références qui vont venir un peu étoffer ce que vous faites et donner du sens à votre action, donner de la réflexion. L'idée, c'est de rendre visible ce raisonnement, de montrer qu'une décision, elle n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'une réflexion, d'un contexte, de contraintes, d'objectifs, de connaissances professionnelles, de vécu. Et donc, plus vous avancerez dans votre dossier de VAE, plus vous remarquerez, un phénomène étonnant, c'est que vous passerez moins de temps à raconter ce que vous avez fait et davantage de temps à expliquer pourquoi vous l'avez fait ainsi. C'est-à-dire qu'au début, on est beaucoup dans le développement. Ensuite, on va un peu arbitrer. On va naturellement rajouter de l'analyse pour donner un peu de son à ce qu'on a fait, de matière à notre raisonnement. Et c'est à cet instant que l'écriture, elle va changer de nature puisque vous ne serez plus en train de raconter votre métier, mais vous serez en train de penser votre métier. La manière dont vous appréhendez vos missions, la manière dont vous envisagez votre poste, dont vous le concevez, les valeurs que vous y associez. Et là, vous êtes dans une autre dimension. Là, c'est là où le livret 2, il devient cohérent, agréable et qu'on a ensuite envie de vous rencontrer lors de l'oral parce qu'on dit, OK, là, je suis sur un professionnel qui a compris la démarche, qui a pris le temps de l'analyse, qui se livre aussi concrètement dans ce qu'il a fait de bien, dans ce qu'il a fait de moins bien, dans ce qu'il referait différemment. Donc là, c'est intéressant. Je vais prendre un petit temps maintenant pour parler des concepts professionnels, parce que je sais que j'en parle beaucoup dans ces vidéos et dans ces épisodes, et pour certains, ça reste un peu flou malheureusement. J'en ai bien conscience, surtout quand on réalise cette démarche en autonomie ou parfois même avec les universités où
Il y a beaucoup de sessions collectives et peu de temps pour expliquer les choses individuellement, donc je vais prendre ce petit temps. Euh, Si on reprend l'écriture, le développement de votre expérience, souvent, au début du livret 2, on décrit souvent par ce qu'on appelle des verbes d'action. Les mots de votre quotidien, en réalité, j'observe, j'échange avec l'équipe, j'aide la personne, j'organise les réunions. Alors, ces phrases, elles sont justes, mais elles traduisent votre action et elles restent dans ce que j'appelle la description. Comme je le disais, au fil de votre réflexion, vous allez commencer à prendre du recul et derrière chacune de ces actions va souvent se cacher un concept professionnel. Par exemple, je vais essayer de vous donner des exemples pour illustrer vraiment cela. Un éducateur qui indique qu'il observe la personne qui l'accompagne, en réalité, il est en train de réaliser un diagnostic. Et là, vous voyez qu'on passe d'un terme de l'observation qui peut être utilisé à un terme plus professionnel qui est celui du diagnostic, que potentiellement vous pourrez développer avec justement une référence littéraire pour développer ce concept de diagnostic. Et ce que ça vous apporte ensuite, vous, en tant qu'éducateur, pour mettre en place notamment le projet individualisé avec la personne, le co-construire, etc. Autre exemple, vous ne faites pas que discuter avec une équipe, vous coordonnez des acteurs autour d'un projet et d'un objectif commun. Vous voyez que c'est pas la même chose, le fait de je discute avec l'équipe ou je coordonne des acteurs. C'est pas du tout. Il y en a un qui est un terme professionnel qu'on va très souvent retrouver dans le référentiel de compétences. L'autre, c'est un jargon qu'on utilise potentiellement dans sa vie pro, mais qu'on ne doit pas retrouver dans un livret 2. En tout cas, il manquerait des choses. Qu'est-ce que je pourrais vous donner quand vous, par exemple, vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Euh, Vous, si on reste sur l'exemple de l'éducateur, vous ne faites pas qu'aider une personne. J'aide une personne, ça veut pas dire grand-chose, même si on comprend l'idée. Vous mettez en œuvre une démarche d'accompagnement. Démarche, accompagnement. Deux mots-clés, là encore, qu'on va retrouver dans le référentiel. Et c'est là où, en fait, votre expérience, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire que si vous comprenez et vous imprégnez des termes professionnels qui sont dans votre référentiel de compétences et que vous arrivez à décrire votre expérience à travers ces mots professionnalisants, que vous allez naturellement étoffer par des définitions, des recontextualisations et l'ajout, ce que j'indiquais de références littéraires et d'ouvrages, alors vous serez dans vraiment la démonstration attendue et c'est toute la puissance des concepts professionnels parce qu'ils créent pas vos compétences, ils les révèlent. C'est-à-dire que on met rarement les mots professionnels sur sa pratique parce qu'on ne les a pas parfois, parce qu'on les découvre aussi au fil de sa démarche. Quand vous allez les développer, vous allez vous dire à la fin, mais en fait, je fais tout ça, je n'aurais jamais mis autant de mots professionnels là-dessus parce que bah, c'est un jargon qui est propre aussi au référentiel, il faut bien se le dire. Mais vous allez donner en réalité une structure à des années de pratique. Vous allez mettre de l'ordre dans ce qui jusqu'alors ressemblait parfois à plutôt une succession d'actions sans lien apparent. Et plus vous avancez dans votre rédaction, plus vous prenez conscience d'une chose, votre métier n'est pas une accumulation de tâches, c'est un ensemble cohérent de raisonnements, de méthodes, de choix, de compétences qui répondent aussi à une logique professionnelle. Et donc, nommer cette logique, ça va changer profondément votre regard sur votre expérience, car on ne maîtrise jamais aussi bien une compétence que lorsqu'on est capable de la nommer, de l'expliquer et de la relier en concept. Donc, le fait comment dirais-je, le fait de vraiment de conceptualiser votre pratique, ça va pas naturellement vous apprendre votre métier, mais ça va vous donner les clés pour enfin comprendre la richesse déjà de votre expérience et surtout euh, relier cette expérience à un référentiel de compétences pour faciliter l'évaluation de votre jury de VAE. On pourrait le dire comme ça si je devais vraiment synthétiser tout cela. Alors, l'écriture, elle transforme une succession d'actions en raisonnement professionnel, ça on l'a vu. Euh, L'idée, c'est ensuite, quand vous allez avancer dans le développement des situations de travail, de vos situations de travail, c'est de commencer à faire des liens, de réaliser que dans des contextes pourtant différents, vous prenez souvent les mêmes précautions, les mêmes questions, les mêmes critères pour décider. Vous suivez une méthode qui est propre, vous découvrez aussi votre manière de penser au travers de la rédaction de votre écrit, puisque vous allez vous découvrir. Et c'est probablement l'un des plus grands déclics de la VAE, c'est que vous ne voyez plus simplement ce que vous faites, mais vous comprenez pourquoi vous le faites toujours de cette manière. Donc vous identifiez vos repères, vos critères de décision,
vos valeurs professionnelles, vos exigences, et tout devient beaucoup plus clair. Et quand on vous lit, en règle générale, bah, on comprend derrière le mode de fonctionnement, on comprend comment la situation dans laquelle vous intervenez est sécurisée, comment vous prenez vos décisions, comment vous posez le pour et le contre, comment vous agissez aussi sous contrainte. Et donc tout ça, ça permet naturellement de vous évaluer. Et à ce stade, quand vous arrivez à faire tout ça, le livret 2, il change vraiment de niveau, c'est-à-dire qu'il questionne, il décortique, il provoque, il peut provoquer aussi même parfois le débat, quand un sujet est un peu touchy. Il peut aussi amener le jury à réfléchir sur un sujet et à revisiter même parfois sa propre expérience. Et ça, c'est hyper puissant. Si vous arrivez à faire ça, ça veut dire que vous arrivez à être crédité par le jury d'une certaine, comment dirais-je, bah, d'un certain crédit, mais ça va être une redite dans ce que vous dites, dans la manière de de l'analyser pour que lui-même se questionne sur un sujet, un domaine d'activité ou une expérience qui lui est propre. Donc ça devient une preuve de votre manière de réfléchir, de décider et d'exercer votre métier. Et donc je voudrais en venir à l'oral parce que si vous arrivez à produire ce genre d'écrit, vous allez comprendre pourquoi certains candidats abordent l'oral comme une étape plutôt comme une continuité, on va dire, du livret 2. On a en réalité, deux personnes, deux typologies de personnes totalement différentes. Certains candidats qui abordent l'oral comme une étape totalement différente du livret 2, donc ils terminent le dossier, ils commencent à préparer leur présentation, et en réalité, cette préparation, elle a déjà commencé plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant. Parce qu'à chaque page que vous avez rédigée, chaque analyse que vous avez approfondie, chaque choix que vous avez justifié, vous avez apporté déjà un premier travail de réflexion à votre jury. Et donc, l'enjeu de l'oral, c'est pas de trouver les bonnes réponses, c'est de proposer une continuité avec une pensée que vous avez déjà construite dans votre livret 2. Et c'est la raison pour laquelle on a souvent une deuxième typologie de candidats qui sont ceux qui semblent à l'aise devant le jury et qui stressent pas trop en réalité à l'idée de rencontrer le jury parce que tout le travail et toute la difficulté de la démarche enfin, tout le travail a déjà été réalisé en amont dans le livret 2. Et donc, ils cherchent pas à réciter leur livret 2, ce qu'il faut pas faire. Ils cherchent pas à retrouver une formulation apprise par cœur, ce qu'il faut surtout pas faire non plus. Ils parlent d'un raisonnement qu'ils ont construit au fil de l'écriture. Donc, ils savent pourquoi ils ont pris telle décision. Ils connaissent les concepts qui éclairent leur pratique. Ils sont capables d'illustrer leur, comment dirais-je, leur, je vais pas voir leurs propos, voilà, pardon, par des situations vécues parce qu'ils les ont déjà analysées en profondeur. Et donc, ils ne cherchent plus ce qu'ils doivent dire, ils expliquent ce qu'ils pensent et c'est une différence fondamentale parce que quand on arrive avec cette assurance, bah, les questions font plus peur. En réalité, on est sur un échange entre professionnels. Vous m'interrogez sur ce que j'ai fait, je vous réponds avec ma vision, ma manière d'appréhender les choses à ce moment-là et puis j'argumente sur ma position, mais il n'y a pas de débat, je veux dire. J'ai fait comme ça, je mets les arguments de pourquoi j'ai fait comme ça. Vous pouvez penser qu'il y a une autre manière de faire, mais dans le contexte où j'ai travaillé, à ce moment-là, ça me semblait être la meilleure des décisions. Donc vous l'aurez compris, le jury cherche avant tout à rencontrer un professionnel capable d'expliquer son métier avec clarté, avec cohérence et avec recul. On ne veut pas avoir une personne qui cherche la bonne réponse et l'approbation du jury. On cherche un professionnel qui est capable d'assumer aussi ses choix, sa posture, ce qu'il a fait moins bien, mais en tout cas d'en expliquer le sens, le contexte, le raisonnement. Et donc, voilà pourquoi le livret 2 ne prépare pas seulement votre dossier, il prépare aussi votre posture. Le jour de l'oral, vous ne venez plus défendre des pages, vous venez défendre une réflexion que vous avez pris le temps de construire naturellement, d'éprouver et d'assumer à travers la rédaction des lignes de votre dossier de VAE. Et c'est précisément cette réflexion que le jury est venu rencontrer. Alors, pour faire court, et si vraiment vous ne deviez retenir qu'une seule chose à ce stade de l'épisode, si vous êtes encore avec moi, c'est que si vous abordez votre livret 2 comme un simple dossier à remplir pour obtenir un diplôme, vous passerez à côté de ce que la VAE peut réellement vous apporter. Car son véritable pouvoir, on va le dire comme ça, s'il devait y en avoir un, ça ne réside pas uniquement dans le diplôme que vous obtiendrez peut-être à son issue, et peut-être pas d'ailleurs, ça il faut bien l'avoir en tête. Il réside dans ce qui se passe pendant l'écriture. Et à mesure que vous rédigez, vous ne faites pas qu'aligner des mots en réalité, vous mettez aussi de l'ordre dans des années d'expérience,
Vous allez donner un nom à des compétences que vous exercez parfois sans en avoir pleinement conscience. Vous transformez des habitudes en méthodes, des intuitions en raisonnement, des actions en compétences et surtout, vous passez progressivement d'une posture d'exécutant à une posture de professionnel capable d'expliquer, de justifier et d'assumer sa pratique. Pardon. Et donc, au départ, vous pensez qu'il suffit de savoir faire et à la fin, vous comprenez qu'un véritable professionnel, il n'est pas seulement celui qui agit, c'est celui qui est capable d'expliquer pourquoi il agit ainsi. Et vraiment, cette nuance-là, gardez-la en tête parce que si vous arrivez à produire ce raisonnement dans votre livret 2, vous avez de grandes chances forcément d'obtenir votre diplôme. Donc, vous repartirez surtout avec quelque chose de bien plus précieux à mon sens que le diplôme, c'est une compréhension fine de votre métier, de votre parcours aussi. Un capital confiance que personne ne pourra vous enlever parce que mine de rien, une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, on est beaucoup plus à l'aise dans ces ponts, croyez-moi sur parole, même s'il y a toujours des petites choses à travailler, mais en tout cas, il y aura eu un beau travail de fait sur cet aspect-là. Et un livret 2, ça consiste pas simplement à raconter son parcours, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, ça demande aussi de l'humilité par rapport à ce qu'on a vécu, de la discipline. Donc il faut accepter de se remettre en question, de remettre en question certaines certitudes, d'approfondir sa réflexion, d'aller creuser là où on préférait parfois ne pas regarder. Faut aussi se regarder en face, malheureusement. Heureusement, allez, on va même dire heureusement. De revenir sur ses écrits et parfois même de tout reprendre pour aller plus loin. Et donc, cette transformation, elle se produit pas par hasard, elle est le fruit d'un véritable engagement. Oui, évidemment, tous les candidats n'iront pas jusqu'au bout, tous n'obtiendront pas leur diplôme, et c'est aussi ce qui donne de la valeur à cette démarche, c'est qu'un diplôme n'a de sens que lorsqu'il récompense un travail, une progression et une véritable montée en compétences. Et donc la VAE, elle distribue pas une reconnaissance, elle se mérite, parce qu'au-delà de l'expérience acquise au fil des années, elle récompense aussi la capacité à comprendre cette expérience, à l'analyser et à lui donner du sens. Et c'est précisément cette exigence qui fait toute la valeur du diplôme obtenu dans le cadre de ce parcours de VAE. Donc j'espère que j'ai été claire et que je n'ai perdu personne. Je sais que c'est honnêtement pour accompagner depuis des années, c'est compliqué, je le sais, quand vous arrivez de comprendre tout ça. Mais soyez patient, faites confiance au processus que vous allez aussi emprunter. En fait, c'est un peu comme quand vous allez ouvrir un livre, vous vous laissez transporter par l'auteur et ce qu'il va vous raconter. Vous lui faites confiance et vous lâchez prise le temps de lire cet ouvrage. Et ben là, ce qu'il va falloir faire dans l'écriture, c'est de poser les mots que vous avez à dire sans conscience, sans jugement, sans vous demander si c'est cohérent dans un premier temps, vous aurez tout le temps de réécrire ensuite, et d'être le plus honnête possible dans ce que vous avez vécu. Et par honnête, j'entends même avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous leurrer sur certains aspects de votre parcours, de ce que vous avez fait. Quand on fait mal les choses ou quand on les fait vite, bah malheureusement, parfois il se produit des choses, il faut être en phase aussi pour en parler. Ça veut pas dire de vous que vous êtes une mauvaise personne, mais ça veut dire que sur certains aspects de votre vie, ça a été plus compliqué, il faut juste savoir le mettre en mots pour faire la paix avec ça, puis avancer. D'accord? Si vous avez des questions par rapport à cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez les laisser juste en dessous de cet épisode et je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. En tout cas, profitez du chemin autant que de la destination. Je crois que c'est valable dans tout projet qu'on démarre. Et ce parcours-là de VAE, je trouve que ça résume bien ce que vous allez vivre au début, au milieu comme à la fin. C'est-à-dire que c'est un chemin que vous allez faire et vous verrez, on n'en sort pas pareil, il y a un avant et un après VAE. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou soirée. Je vous retrouve bientôt pour un épisode toujours autour de la VAE. À bientôt!